appeler Elisabeth Chavelet, qui va animer le premier débat de l'après-midi. Elisabeth est en compagnie de Madame Kosciusko-Morizet. Bienvenue, Madame la Ministre. De Monsieur Gilles Finkelstein, de Monsieur Dominique Cardon et de Monsieur Benoît Thielin. Alors, le thème de ce débat, c'est « Nouveaux médias, acteurs ou ennemis de la démocratie ». Des experts, enfin du numérique, mais des experts pédagogues, ce que je leur ai demandé d'être, parce qu'on n'est pas tous des geeks. NKM, je ne la présente pas. Benoît Thielin, qui est donc l'ex-président du Conseil national du numérique et qui donc a suivi plusieurs campagnes à ce titre, qui nous en parlera, et qui est fondateur de l'agence Desquad. Gilles Finkelstein, qui est donc à ma droite, qui est donc directeur de la Fondation Jean Jaurès et des études chez Havas Worldwide, et puis Dominique Cardon, qui est sociologue, professeur à l'Université de Marne-la-Vallée. Alors, on va tout de suite commencer par on dit Nathalie, on dit NKM, on dit comment? Tu dis comment? Bon, allez, on dit Nathalie. Alors, Nathalie, vous êtes là vous êtes au cœur de ce débat qu'on a cet après-midi-là pour 3 raisons. D'abord, vous venez d'écrire un bouquin qui est là-bas à la signature, qui s'appelle « Nous avons changé de monde ». Deuxièmement, vous avez, il y a quelques jours, annoncé votre candidature à la primaire de l'opposition pour les présidentielles. Et vous y écrivez, vous l'avez annoncé en ces termes, vous avez dit vouloir créer une nouvelle conception du pouvoir, c'est énorme, une nouvelle conception du pouvoir, ouvrez les guillemets, horizontale et pas verticale, descendante, condescendante du pouvoir. Alors ma question, pour la relier au débat d'aujourd'hui, c'est est-ce que Internet et les réseaux sociaux sont-ils les petits ou les grands auxiliaires donc de ce changement de conception du pouvoir que vous appelez de vos voeux, et pour incarner quel profil, puisqu'on vient de voir dans le sondage récent que les profils se différenciaient entre l'écoute, l'autorité, l'expérience et le renouveau. Voilà ma question. Bonjour à tous, merci Elisabeth pour votre invitation. Je reprends les termes de votre question. Je ne crois pas que le numérique et l'Internet soient les auxiliaires. Je crois qu'ils sont les moteurs. Et plus que ça, quand on regarde l'histoire des technologies, il y a des ruptures, des technologies qui, à un moment, provoquent transformation dans tel ou tel secteur. Et puis, il y a des technologies qui nous font changer d'air, qui nous font changer d'époque. Et en fait, ça se passe quand il y a la rencontre entre une technologie et les valeurs d'une génération. Ce n'est pas juste ce qu'elle apporte de moyens de faire autrement, d'aller plus vite, d'aller plus fort. Non, c'est une technologie qui transforme la société en profondeur parce qu'elle rencontre les valeurs d'une génération et donc elle change notre regard sur le pouvoir, notre manière d'appréhender l'économie, notre manière finalement de concevoir même notre place dans la société. Je crois que le numérique est de celle-là. C'est à la fois une technologie qui amène des grandes transformations, mais elle rencontre surtout des nouvelles valeurs et en les rencontrant, elle les porte, elle les pousse, elle les met en œuvre. Elle devient le ferment de transformation de l'économie, de la société et, je l'espère, un jour de la politique. Alors de l'économie et de la société, c'est déjà sûr, c'est en train de se faire. De la politique, c'est encore incertain, mais ça va forcément arriver. Et dans quel sens alors? Et si je devais d'ailleurs utiliser les mots un peu... Tout est en voie d'ubérisation, même Uber va être ubérisé, parce que l'ubérisation, c'est un process en fait dans lequel des nouvelles valeurs viennent transformer notre façon de faire. Trois axes de transformation qui sont à l'œuvre du fait du numérique, qui sont à l'œuvre dans l'économie et dans la société, et qui vont arriver dans la politique, et qui pour le moment ne rencontrent pas notre manière de faire de la politique, ce qui explique les heurts qui étaient développés dans l'échange précédent. Premier axe, le numérique effrite toutes les hiérarchies. C'est une esthétique qui est différente. On ne se demande pas ce que pense le patron. On calcule d'ailleurs pas trop le patron. On ne calcule pas l'autorité,
Mais ça ne veut pas dire que c'est un monde sans lien, ça veut dire que simplement, par rapport à un système très pyramidal, à des hiérarchies, donc des choses très verticales, eh ben les liens se tissent de manière beaucoup plus horizontale avec les pairs. Pour sortir de la question de l'économie ou de la question de la politique, je prends un exemple dans le monde de la culture. Avant, vous lisiez une critique de théâtre ou de cinéma pour savoir ce que vous alliez aller voir. Aujourd'hui, on va sur Facebook et on regarde ce qu'ont aimé les profils qui nous ressemblent. Ça a l'air anecdotique, mais en fait, derrière, c'est toute une conception des choses qui change dans la société et qui n'a pas encore changé dans la politique, qui, elle, est restée très hiérarchique, très verticale, et ça vient s'illustrer dans des attitudes du genre, à l'occasion de la présidentielle, de tous ces fantasmes de rencontres mythiques entre un homme providentiel, un sauveur et le peuple, ce qui est ce qu'il y a de plus, finalement, de plus vertical comme démarche. Deuxième axe, la transparence. Dans l'ancien monde, la rétention d'informations, c'est à la fois la possession d'informations, c'est l'illustration du pouvoir, et la rétention d'informations, c'est l'arme du pouvoir. Dans la génération Y et dans le monde en cours de transformation de l'économie et de la société, l'information, elle se partage même totalement. Et là, c'est une demande qui est faite en direction du politique, qu'il a encore parfois du mal à satisfaire. Et puis troisième et dernier axe, le numérique, il provoque des grandes transformations dans les chaînes de valeur. Il provoque du coup des réorganisations. On le voit dans le monde de l'économie à travers l'ubérisation de tel ou tel processus. Et ces grandes transformations, elles frappent à la porte du politique pour le moment. C'est la recomposition politique dont on parlait dans la table ronde précédente. C'est l'idée que les partis politiques aujourd'hui ne prennent pas bien en compte un certain nombre de problématiques émergentes de la société, ne reflètent pas, loin de là, toutes les aspirations, que beaucoup ne s'y retrouvent pas. Donc il y a une demande de disruption de la politique, pour prendre des mots qu'on utilise dans la transformation numérique, qui à ce jour n'est pas satisfaite. Mais ça peut venir très vite. Hein. Très bien. Alors, Benoît Thiolin, donc, j'ai dit que vous étiez l'ex-président, mais toujours membre, je crois, du Conseil national du numérique. Et surtout, vous avez une caractéristique de praticien, parce que vous avez été responsable en 2006 de la campagne des primaires de Ségolène Royal, Désir d'avenir. Puis, vous êtes parti sur le terrain, aux États-Unis, suivre en 2008 la campagne d'Obama et d'Hillary Clinton. Donc, vous avez une expérience, et donc après ce que Nathalie Kosciusko-Morizet vient de nous livrer sur le changement géré par cette technique sur comment se déroule la politique, est-ce que vous pouvez nous livrer, vous, les leçons que vous avez tirées de votre expérience? Oui, alors la transition est mécommodément apportée par ce que disait Nathalie Kosciusko-Morizet, c'est-à-dire que je crois qu'avant tout, la révolution numérique, c'est un changement de civilisation, un changement de culture. Et derrière ce changement de culture et de civilisation, avec l'émergence de nouvelles valeurs, il y a en réalité une gigantesque redistribution des pouvoirs. Ces pouvoirs, on les voit dans l'économie, on les voit dans la société, on les voit aussi dans la politique. Si on regarde maintenant, on a 10-15 ans de recul de ce que le numérique a pu commencer à disrupter, on va dire, dans les systèmes politiques, quels qu'ils soient d'ailleurs, qu'ils soient non démocratiques, c'est quand même passé énormément de choses ces 10 dernières années, ou qu'ils soient démocratiques. Si on regarde dans les non démocratiques, vous me parlez d'Obama, je fais juste une petite digression parce que ça illustre, loin de moi l'idée de faire passer les révolutions arabes pour des révolutions Facebook. Quand on fait tomber un dictateur, c'est pas parce qu'on a liké une page sur Facebook, c'est parce qu'on est descendu dans la rue. En revanche, il y a deux choses extrêmement intéressantes et concomitantes dans les révolutions arabes, et en particulier dans la révolution tunisienne, qui illustrent assez bien en fait ce qui s'est produit. Il y a d'abord le fait que les technologies ont permis tout simplement aux gens de s'organiser. Lorsque vous êtes 15 qui descendez sous les fenêtres de Ben Ali pour manifester et demander sa démission, il n'est pas difficile pour un dictateur d'envoyer 2 quarts de CRS ou de policiers et de les arrêter. En revanche, quand vous avez 100 000 personnes qui descendent sous les fenêtres du palais de Ben Ali, il ne peut pas faire grand-chose. Et c'est là où en fait ces technologies sont très disruptrices, c'est qu'en réalité elles donnent des moyens d'auto-organisation aux masses qui leur permettent tout simplement de s'organiser et de faire en sorte d'être à peu près certaines que le lendemain matin où ils ont lancé un mot d'ordre sur Internet sur différents types d'espaces, ils vont effectivement être 100 000, 200 000, 300 000 et de s'organiser sur le terrain. C'est ça qui a provoqué au fond les chutes de ces dictateurs. Alors là où c'est intéressant et où c'est un peu moins connu,
c'est en réalité ce qui s'est passé 2 mois avant la chute de Ben Ali. 2 mois avant la chute de Ben Ali, il y a en réalité quelque chose qu'on a oublié, et qui est la diffusion par Wikileaks des câbles diplomatiques américains sur la Tunisie, où évidemment l'ambassadeur des États-Unis relatait la manière dont la Tunisie était gérée par prébande, comment la famille Trabelsi avait mis la main sur une grande partie de l'économie, des choses que les Tunisiens savaient. Mais qu'est-ce qu'on voit le lendemain même de la diffusion de ces câbles diplomatiques par Wikileaks? On voit une explosion de l'inscription des Tunisiens sur les médias sociaux. Qu'est-ce qui se produit donc 2 mois avant la révolution tunisienne? L'organisation d'une gigantesque conversation d'énormément de citoyens tunisiens qui vont sur Facebook, qui vont sur les espaces de discussion et qui en réalité commencent à fomenter dans leur esprit, dans leur tête, ce qui va ensuite provoquer des manifestations sur le terrain dès lors qu'une étincelle mettra le feu aux poudres. Et je pense que c'est ces 2 aspects-là qu'il faut avoir en tête. Ce que les technologies et ce que la révolution numérique changent dans la politique fondamentalement, c'est 1, la manière dont s'organise le débat public, et deuxièmement, la manière dont s'organisent les campagnes politiques. Alors, dans le cas de Ben Ali, c'est juste une question d'ordre public. Chez Obama, ce qui a été exceptionnel dans cette deuxième dimension, ça a été tout simplement sa capacité à pouvoir, à partir d'Internet, faire 2 choses fondamentales autour de l'organisation de sa campagne. La première, ça a été de tout simplement court-circuiter les mécanismes traditionnels de fundraising, de levée de fonds. Jusqu'à présent, vous aviez surtout des candidats au présidentiel aux États-Unis qui, en fait, faisaient des colloques, des soirées où ils allaient demander à des millionnaires ou à des grandes entreprises de financer leur campagne. Obama contourne et renverse, en fait, cette problématique en faisant ce qu'on appelle la révolution des petits dons. Il ne demande pas quelques dons de grande ampleur à quelques personnes, il demande des petits dons de 2 ou 3 dollars à des millions d'Américains. Et il va lever quand même plus d'1 milliard de dollars de cette manière-là. Ça, c'est la première révolution dans les techniques de campagne. La deuxième, ça va être tout simplement d'être capable de pouvoir organiser des centaines de milliers de volontaires, et qui vont faire quelque chose qui peut être parfois pris comme une espèce de faux ami, parce qu'on se dit au fond, Obama a fait une campagne numérique. Donc en fait, il a fait une campagne sur Internet où les gens débattaient et le soutenaient. Bien sûr qu'il a dominé les médias sociaux, mais je vous dirais que c'est assez secondaire. La réalité, c'est que ce que Obama a fait, c'est surtout qu'il a structuré et organisé sa campagne à partir d'Internet. Je réponds d'ailleurs à ce que disait très justement Brice Teinturier tout à l'heure, en partant du principe d'ailleurs que la télévision reste le seul vrai média de masse qui permet de toucher de manière massive les gens. Donc il allait à la télévision, mais à la télévision, d'une certaine manière, il transformait des téléspectateurs en internautes. C'est-à-dire que ceux qu'il arrivait à séduire, il leur demandait d'aller sur son site Internet, et là, sur son site Internet, il les fidélisait et il les organisait pour aller faire quoi? Une chose absolument basique de toutes les campagnes les plus traditionnelles, qui est le porte-à-porte. Donc vous voyez, le grand paradoxe de la campagne d'Obama, c'est d'avoir mis au service, quelquefois finalement, de démarches extrêmement classiques de campagne, lever de l'argent, faire du porte-à-porte, finalement faire de la relation interpersonnelle pour convaincre les gens d'aller voter. Eh bien, il l'a fait en utilisant Internet et en allant chercher les gens à la télévision et en les organisant dans une espèce de gigantesque extranet. Ça a été ça la grande caractéristique de sa campagne de 2008. Là, on était au stade de la campagne, mais passons aux travaux pratiques. Ce qui se passe une fois qu'on est au pouvoir. Alors là, on va demander peut-être à Dominique Cardon de s'exprimer, parce qu'on voit aujourd'hui en France, revenons en France, puisqu'on connaît un petit peu mieux, qu'il s'agisse de la loi numérique, qu'il s'agisse de la loi El Khomri, qu'il s'agisse de, par exemple, la pétition en faveur de Jacqueline Sauvage, les médias ont de plus en plus d'influence, enfin, pour lancer des mouvements. Mais est-ce qu'il ne se pose pas aujourd'hui un problème de fossé entre le citoyen qui lance ces mouvements et le politique, la manière dont, justement, peut-être que Nathalie voudra répondre, mais la manière dont il l'écoute et dont il retranscrit ce que le citoyen veut lui dire? Oui, sans doute. Mais alors, moi, je vais mais dans la même ligne, mais peut-être pousser le bouchon un peu plus loin. Et surtout de le dire ici, ça me semble très central. Voilà, on est au centre. Enfin, on est dans un lieu qui est au centre du système politique central français. Et moi, ce qui me semble qui se joue dans l'horizontalisation, dans l'ubérisation, dans les transformations
par les réseaux sociaux de la politique sur Internet, c'est qu'on est omnubilé par l'idée du centre. Et que toutes les questions qu'on se pose, dont celle-ci, c'est toujours une question qui revient au centre. Or, moi, il me semble que ce qui se joue avec le numérique, mais en fait avec des transformations socio-culturelles qui sont liées aux transformations de l'individualisme contemporain, de l'augmentation du capital culturel, de plein de transformations qui affectent nos sociétés, c'est que le centre de gravité de la politique, il se déplace du centre vers la société civile. Et qu'il y a des formes de légitimité extrêmement différentes qui se mettent en place. Donc on cherche toujours à ramener les expressions qui apparaissent sur Internet, la conversation, les hashtags qui se diffusent, les mouvements sociaux qui apparaissent, les pétitions qui fleurissent, et surtout toutes ces capacités d'auto-organisation qui émergent, qui est de faire de la politique, comme le fait Réseau Éducation sans frontières, comme l'ont fait toute une série de collectifs qui sont apparus depuis la naissance de l'Internet, le mouvement altermondialiste, les indignés, Occupy, Anonymous, et toute une série d'actions qui sont des modes de saisie de collectifs organisés qui font de la conversation, qui font du bruit, qui s'engagent et qui utilisent beaucoup les réseaux sociaux numériques, sans du tout l'idée de passer par le centre. Hein. Et je pense que cette préoccupation du centre, elle enregistre mal la transformation qui était très visible dans le sondage de tout à l'heure, c'est qu'on a toujours une attente vis-à-vis du centre pour la sécurité, la protection et l'autorité, mais enfin ça fait 18-20%, elle est très présente dans nos sociétés, mais il y a aussi une tendance vers l'écoute, le sentiment que les citoyens ont une sorte d'autonomie, de responsabilité, que finalement la politique ça ne passe pas forcément par l'élection, par les systèmes de représentation traditionnels, qui sont souvent critiqués, mais que ça peut être de faire soi-même, hein, le do-it-yourself qui est très fort. Alors du coup, dans les questions de transformation de l'espace public qu'on observe, c'est que les responsables politiques ont toujours été attentifs aux signaux que leur donnait l'opinion. Alors, mais les signaux de l'opinion, c'était souvent le sondage d'opinion. Voilà. Il y a une autre forme d'expression de signaux qui ne sont pas représentatifs comme prétendent l'être les sondages d'opinion, qui est le tapage numérique. Hein. Et ce tapage numérique, c'est de faire des hashtags qui vont circuler, c'est d'avoir des pétitions qui arrivent, c'est d'avoir des fois de temps en temps, pas si souvent que ça, il faut le dire quand même, mais des thèmes qui sont venus de nulle part, c'est-à-dire qu'on ne les a pas prévus. Hein. Il y a eu un mouvement, enfin de nulle part ou de petits collectifs associatifs, le mouvement par exemple sur les bateaux de pêche en eau profonde, hein, il est venu par Internet, puis il est remonté jusqu'au Parlement européen. Donc on a de temps en temps des signaux qui arrivent par ces formes auto-organisées d'expression d'une sorte de société civile numérique qui peuvent effectivement bousculer ou interroger l'espace public central. Mais je finis juste en... Pour écouter cette clameur du peuple. Moi, je pense qu'il a... moi, je suis, comme Benoît, on suit ses affaires depuis longtemps, il a quand même... La situation a changé depuis 7 ou 8 ans. Il y a de nouveaux outils, il y a des formes d'écoute qui sont nouvelles. Il y a pour la loi Le Maire, par exemple, il y a eu ces dispositifs qu'avaient initiés Parlement et citoyens déjà avant. La loi Le Maire, c'est la loi sur le numérique. Hein, l'idée effectivement d'être à l'écoute de la manière dont on peut aussi faire discuter des articles de loi par des internautes. C'est pas les Français qui discutent la loi, c'est toute une série de gens qui se sont concernés, d'internautes mobilisés, de collectifs plus ou moins organisés, de lobbies aussi, hein, qui interviennent. Mais cette manière de rendre plus participative la loi est une des manières parmi d'autres pour l'institution centrale politique d'être à l'écoute de l'autre légitimité, qui est une légitimité qui est plus proche d'une société en conversation, du mouvement social, voilà, on disait autrefois, qui s'exprime. Et alors, Gilles Finkelstein, il n'est pas forcément branché très numérique. Vous savez qu'il a été dans notre sélection du prix du jury de politique, et donc il a écrit un bouquin forcément passionnant qui s'appelle Piège d'identité, que je vous invite d'ailleurs à lire surtout, mais qui remplace aujourd'hui le clivage droite-gauche par le clivage peuple-élite. Peut-être que le numérique est un des clivages d'ailleurs qui sépare le peuple et l'élite, mais c'est pas ça que je voulais vous poser comme question. Je voulais vous dire que dans ce livre, bizarrement, vous ne dites pas un mot du numérique. Et est-ce que c'est un oubli? Est-ce que c'est une impasse? Ou est-ce que vous considérez que la démocratie est naturellement soluble dans le numérique? Vous me placez dans l'embarras, Elisabeth. Parce que soit je vous dis que j'ai évoqué cette question et c'est ennuyeux pour vous, soit je dis que j'admets que je ne l'ai pas évoqué et c'est ennuyeux pour moi. Je reprends le titre de l'essai de Nathalie, « Nous avons changé de monde ». Je ne sais pas si nous avons changé de monde ou si nous sommes en train de changer de monde, mais je crois que c'est ça la réalité et qu'au cœur de cette mutation, il y a
pas seulement le numérique, il y a aussi la mondialisation, mais il y a fondamentalement le numérique, qui est une révolution dont le rythme, l'ampleur, le rythme de diffusion à l'ensemble de la société est sans doute sans précédent par rapport à toutes les révolutions que nous avions connues précédemment. Et que ces changements-là mettent nos démocraties sous tension. Le chiffre qui était évoqué tout à l'heure par Brice et par Gérard, 88% des Français qui considèrent que la démocratie fonctionne mal, en est une illustration. Je reviens à la question, je dis un mot sur la démocratie et un mot sur le numérique, un mot sur soluble. La démocratie est-elle soluble dans le numérique? C'est le mot qui peut sembler le plus évident, et pourtant c'est un mot qui est très ambivalent. Soluble, ça peut signifier dissolution. Le sucre est soluble dans l'eau. Et à ce moment-là, le numérique est un problème. Mais soluble, ça peut signifier aussi résolution. Une équation est soluble. Et à ce moment-là, le numérique est une solution. Et donc, là, je vais être moins enthousiaste, ou en tout cas plus ambivalent que les intervenants précédents. Je pense qu'aujourd'hui, c'est un peu les deux, même s'il y en a un des deux qui domine, et c'est ce par quoi je vais terminer. C'est aussi un problème. C'est aussi un problème parce que une des caractéristiques du numérique est davantage que dans le débat public traditionnel, qu'il y a une part d'anonymat et que l'anonymat dégrade la qualité de l'échange, dégrade souvent, on le constate dans les débats sur les réseaux sociaux, le respect qui est à la base du débat démocratique. Avec d'ailleurs cette situation paradoxale que le respect est le mot qui est le plus demandé, le plus plébiscité par les Français, et que chacun a le sentiment qu'on lui manque de respect, et personne n'a le sentiment de manquer de respect aux autres. Eh bien, dans le numérique, cette tendance-là est encore amplifiée. Et puis, deuxième problème, c'est que on voit quand même de plus en plus l'outil devenir un alibi et se substituer au débat. On a le sentiment qu'il suffit, dans un média, dans un parti politique parfois, de poser une question à ses adhérents ou à ses lecteurs sur Internet pour considérer qu'il y a eu un beau débat démocratique. Le débat, ce n'est pas seulement ça. La démocratie, ce n'est pas seulement une procédure, ce n'est pas seulement le vote, c'est aussi une culture, celle de la confrontation des idées. Et donc là, je crois qu'il y a deux limites que je voulais souligner. En même temps, et là, je prolonge ce qui a été évoqué précédemment, fondamentalement, je crois que c'est une solution à beaucoup de nos problèmes. C'est d'abord, ça a été peu évoqué, un extraordinaire outil de connaissance pour les citoyens. Là où il y avait cette rétention d'informations dans le monde d'avant, là, c'est la connaissance, ou en tout cas une connaissance très vaste pour chacun. Et puis, ça a été évoqué beaucoup par Benoît, c'est aussi un espace d'engagement, soit un espace d'engagement aux formes de la multiplication de l'engagement, c'est le pouce, mais aussi d'organisation de l'engagement. C'est ce qui a été évoqué aussi bien dans la campagne de Barack Obama que dans ce qui s'est passé en Tunisie. Et donc, je crois qu'il faut regarder les deux, même si je suis convaincu que le deuxième aspect prime sur le premier. Et fondamentalement, je crois que la question qui est derrière, c'est de savoir quelles sont les conséquences qu'il faut en tirer, les mutations qu'il faut opérer pour le fonctionnement de notre démocratie, de ce nouveau monde qui est là. Très bien, merci. Alors, Gilles a évoqué quelque chose qui a mis un peu en cause la légitimité d'Internet, mais dans l'ensemble, aussi naïfs que nous sommes, on dit beaucoup ce qui a été dit aussi autour de cette table, à savoir qu'Internet, c'est tout beau, tout bien, c'est la démocratie citoyenne, la démocratie, etc. Comment ? Bon.
Et donc, moi, j'aurais bien voulu entendre Aline quand même là-dessus, parce que chacun sait qu'elle a été ministre au développement numérique, donc c'est une question qu'elle explore depuis très longtemps. Est-ce que tous ici, on s'interroge quand même, est-ce que nous ne sommes pas quelquefois manipulés, ou est-ce que dans le numérique, je parlais hier à quelqu'un que vous connaissez bien, Cohn-Bendit, qui me disait, aujourd'hui, il faut beaucoup se méfier des pétitions, parce que, par exemple, sur le front de gauche et tout, intervient là-dedans, pilote des choses, des poissons pilotes, etc. Quel est quand même ce rapport qu'on a avec la manipulation dont on peut être victime et donc la légitimité de ces réseaux sociaux? Quelle est la légitimité au fond? Comment est-ce qu'on peut la juger quand on est un politique? J'adore quand Cohn-Bendit, que j'aime beaucoup par ailleurs, dénonce la manip. Oui. Ça nous laisse à tous des perspectives pour la fin de carrière. Je trouve que la manipulation, elle a toujours existé. Ce qui change avec le numérique, c'est les méthodes. Les méthodes pour manipuler et les méthodes pour combattre la manipulation. La manipulation, elle existe depuis que le pouvoir existe. Vous regardez, ceux qui ont eu la chance de fréquenter le collège d'avant la réforme et ont donc peut-être fait du latin, ont appris les catilinaires, Quousque, Tandem, Aboutere et tout le reste. Les catilinaires, c'est une magnifique opération de manipulation dans laquelle Cicéron trouve moyen d'expliquer que Catilina est un perverti et un dangereux séditieux. Je vous recommande la lecture du très joli roman d'Yves Guéna. C'est très actuel puisque Yves Guéna est malheureusement mort cette semaine. Yves Guéna, il avait écrit un roman sur Catilina qui démontrait la possibilité de l'exact contraire. Non pas l'exact contraire, mais la possibilité de l'exact contraire. C'est-à-dire en reprenant la seule source historique qu'on a, en l'occurrence qui sont les catilinaires, la possibilité que ce soit Cicéron qui a été un horrible manipulateur et Catilina qui a été un type bien. Ce que je veux dire, c'est que la manipulation, elle existe depuis toujours. Alors, avec l'Internet, elle peut se déployer probablement dans une ampleur plus grande et avec des méthodes différentes, mais on peut aussi la combattre avec des méthodes différentes. Et notamment, tous les réseaux sociaux donnent la possibilité d'avoir au contre-argument et à l'authenticité du contre-argument un accès direct aux personnes. C'est-à-dire que quand on voit sortir quelque chose qui est faux avec le numérique, on peut répondre tout de suite aussi. C'est-à-dire, on peut voir sortir beaucoup de choses fausses, elles peuvent être diffusées très rapidement, mais on peut aussi répondre tout de suite. On n'a pas obligé d'attendre que le journal qui a sorti un truc scandaleux accepte votre droit de réponse, et quand c'est un hebdo, qu'il le publie seulement la semaine d'après. Je donne un exemple parmi d'autres. Ce débat me semble illustratif d'un vice du débat public français, qui est de tout vouloir transformer en question morale, et notamment de vouloir transformer beaucoup le sujet technologique en question morale. Quand vous y réfléchissez, on fait beaucoup ça en France. Pour ou contre le nucléaire, est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est mal? Vous savez, franchement, ça dépend de ce qu'on en fait. Pour ou contre les OGM, est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est mal? Les biotechnologies, il y en a partout dans la vie. Là aussi, ça dépend de ce qu'on en fait. Pour ou contre le numérique. Mais le numérique, c'est comme le feu. C'est ni bien ni mal. Le feu, vous pouvez l'utiliser pour vous éclairer ou pour dresser des bûchers. Vous pouvez l'utiliser pour forger des armes pour la guerre ou pour forger des outils pour la paix. Le numérique, c'est un peu pareil. Donc je crois qu'il faut qu'on dépasse la question du bien ou mal. Non pas qu'elle soit pas intéressante, bien sûr, elle a des dimensions intéressantes, mais ce que je veux dire, c'est qu'on a tendance à enfermer le débat dedans, et il faut aussi qu'on la dépasse pour pouvoir se poser la question plus active, en quelque sorte, plus opérationnelle, du comment on fait pour que ce soit bien, comment on fait pour que ce soit pour le meilleur. Et la réponse? Moi, je propose 3, pour le politique au moins, qui est ma partie, pour arriver enfin à la disruption du politique, celle dont je disais au début qu'elle n'était pas encore là, que voilà, le numérique transformait l'économie, la société, mais pas encore le politique. On a besoin de 3 changements, je crois. D'abord, un changement de méthode, ensuite un changement de thématique présente dans le débat politique, et enfin un changement d'institution, et même de constitution. Sur le changement, Constitution. Oui. D'accord. Sur le changement de méthode, le politique a un problème de pratique aujourd'hui au regard des outils du numérique. Moi, j'avais essayé de faire évoluer ça un peu comme ministre. J'avais créé des ateliers de l'élu 2.0. On faisait des formations pour les parlementaires, avec une condition, il fallait qu'ils viennent eux-mêmes, ce n'étaient pas les assistants parlementaires, et on leur apprenait à créer des comptes
pour pouvoir communiquer, interagir, avec comme idée de base, il y a des citoyens qui viendront jamais dans un meeting, qui pousseront jamais la porte d'une permanence parlementaire, et vous êtes quand même leur élu. Et donc il est de votre intérêt de pouvoir communiquer avec eux, et par ailleurs, c'est juste, c'est légitime, c'est ça la démocratie. Ça avait pas mal marché, mais vous voyez bien que c'est quelque part en même temps c'était curieux d'avoir à le faire. C'est-à-dire qu'on l'avait fait parce qu'on s'était rendu compte qu'il n'y avait quasiment aucun parlementaire qui était présent sur les réseaux sociaux. Donc les méthodes ont changé. Deuxième chose à changer, les thématiques. Je suis très frappée de voir la façon dont se passe le débat sur le droit du travail. Et je ne parle pas seulement de la loi El Khomri, je parle aussi du débat sur la réforme à apporter au Code du travail au sein de ma propre famille politique. Alors, on est quand même dans des catégories de pensée d'il y a 15 ans, qui d'ailleurs dessinent en creux une autocritique de ce que nous n'avons pas fait les uns et les autres. On débat des 35 heures, des 39 heures. Le fait majeur du monde du travail aujourd'hui, c'est l'émergence du travail indépendant, la multiplication des formes de travail, les allers-retours qu'on va faire entre travail salarié et travail indépendant. C'est le passage d'un monde où on avait un CDI avec une seule entreprise toute la vie, à un monde où il y aura plusieurs patrons successifs et même plusieurs patrons en même temps, et même plusieurs formes de contrats en même temps. Donc on a besoin de faire entrer dans le débat public et politique des thématiques qui sont présentes dans la vie et qui sont peu présentes dans le débat politique. Et puis enfin, il y a la question des institutions. Nos institutions, et je reviens à ta première question, elles sont l'illustration et l'incarnation jusque dans le protocole républicain de cette incroyable verticalité de notre système. Venez le mardi à 15h moins 3 dans la salle là-bas, voir la garde républicaine et le président de l'Assemblée nationale qui traverse dignement le couloir ici. Bon, je ne dis pas que c'est, voilà, un peu de folklore, pourquoi pas, mais c'est l'incarnation d'un système dans lequel le pouvoir se veut incarné, totalement incarné, et du coup totalement aspiré vers le haut. Donc plus de président, plus de transformation. Premier ministre, Mais si, bien sûr, saute. mais une transformation constitutionnelle qui prend en compte le fait qu'aujourd'hui les gens ont envie de pouvoir se mobiliser, qui prend en compte le fait tout simplement qu'il n'est pas certain que l'énergie dans la société, elle soit tout en haut ou que tout en haut de la pyramide, et que peut-être bien elle est plutôt en chacun d'entre nous, et peut-être bien que nos institutions et nos méthodes et même nos programmes pourraient être utilement transformés pour valoriser toute cette énergie qui existe dans la société, plutôt que simplement pour chercher à l'aspirer vers le haut. Parfait. Alors Benoît Thiolin, je vous ai vu dire des non, des oui, etc. Alors c'est quoi la réaction? Moi, d'abord, je crois que énormément des phénomènes inquiétants ou on va dire des dérives qu'on peut constater parfois en démocratie et qu'on attribuerait fortement aujourd'hui au numérique sont des choses anciennes. Encore une fois, pour ne prendre qu'un ou deux exemples, l'ancien régime, pour partie, est mort de rumeurs, de chansonnettes qui discréditaient le roi et la reine à la veille de la Révolution française. Et il n'y avait pas Internet pour faire circuler ces rumeurs. Donc ces choses-là ne sont pas nouvelles. En revanche, je pense qu'on ne peut pas nier qu'on est dans une phase un peu particulière de l'évolution du numérique. D'ailleurs, je suis d'accord aujourd'hui, le numérique, disons en tout cas Internet, ça fait à peu près 20 ans qu'il s'est installé dans nos sociétés, dans notre quotidien. Et pendant ces 20 ans, en fait, il a eu des conséquences en réalité assez différentes. On est passé par des phases assez différentes. Dominique en parlait tout à l'heure, les premiers en fait à s'être saisis d'Internet, ça a été la société civile. Et dans la société civile, en particulier, on va dire, les citoyens les plus actifs, le secteur associatif, les militants, les activistes, les gens très engagés. Ils se sont saisis d'Internet parce qu'ils se sont rendus compte à ce moment-là que c'était d'abord un média qui leur permettait de pouvoir disposer d'une parole qu'ils n'obtenaient pas nécessairement dans les médias traditionnels, et puis parce que c'était un moyen pour eux de s'organiser et de pouvoir être des vrais acteurs puissants sur ces espaces. Ça a été la première phase. Il y a eu une deuxième phase qu'on a vue, on va dire, au début des années 2000. On l'a vu notamment au milieu des années 2000 en France avec le traité constitutionnel européen, ensuite avec la campagne Désir d'avenir. On l'a vu aux États-Unis un peu avant avec Howard Dean, un peu après avec Obama, où on va dire la politique traditionnelle s'est saisie de ces technologies pour, là encore, essayer de renouveler la manière de faire de la politique. Ça a plus ou moins marché. Et là, je rejoins Nathalie Kosciusko-Morizet, c'est-à-dire que ça a plus ou moins marché parce qu'à un moment donné,
si on renouvelle les manières, on va dire, d'interagir avec la société, si parfois un certain nombre d'hommes politiques, en se servant de ces technologies, peuvent contourner les partis politiques traditionnels et finalement un outsider comme Howard Dean, comme Ségolène Royal ou comme Obama vont finalement prendre la tête de leur camp alors que sans Internet, ils auraient probablement eu du mal à le faire. Mais pour autant, derrière, regardez aujourd'hui le bilan qu'on fait d'Obama, il est contrasté. Et beaucoup des gens qui l'ont élu, en réalité, trouvent que finalement, pour le changement qu'il incarnait, pour l'innovation formidable qu'il a eue dans sa campagne, les retombées ensuite sont quand même discutables, limitées. Et là, je crois je rejoins totalement Nathalie Kosciusko-Morizet, c'est-à-dire que je pense que la technologie, à un moment donné, elle bute sur des hommes et puis des institutions. Et je pense que c'est une des raisons aujourd'hui qui fait que sur ce champ-là, la politique, elle a beau avoir tous les moyens de pouvoir changer, renouveler la manière de penser les idées, d'organiser un parti, de mener une campagne, de renouveler le lien avec les citoyens. Et à un moment donné, le cadre politique, il est quand même défini par la classe politique et par les institutions. Et en particulier en France, cette classe politique et ces institutions ne permettent pas aujourd'hui le renouvellement appelé par les Français de la classe politique. Et donc, à un moment donné, les technologies, elles butent quand même sur quelque chose qui est assez dur et qui est une espèce de mur institutionnel qui, lui, quand même, est plus césarien que participatif et qui, à mon avis, pose énormément de questions. Et du coup, on entre un peu dans une troisième phase, qui est une phase que je trouve assez inquiétante. Pour moi, sur le long terme, ça ne change pas le fait que je pense que ces technologies, comme le disait Gilles tout à l'heure, apportent plus de transformations positives. Mais on est quand même dans une phase de ressac, il ne faut pas le nier, où aujourd'hui, ceux qui utilisent le mieux ces technologies-là, c'est ceux qui râlent plus fort. Et c'est les populistes. On ne peut pas ne pas faire de lien aujourd'hui. Je ne dis pas que c'est l'unique explication, loin de là. Mais on ne peut pas ne pas faire de lien entre la montée des populismes dans tout l'Occident démocratique et l'émergence de ces technologies qui changent profondément la manière dont les gens s'informent, la manière dont les gens discutent, et ils s'en saisissent d'autant plus dans ces camps-là que les autres sont un peu paralysés parce que pendant 10 ans, ils les ont utilisés et ils n'ont pas réussi profondément en fait à changer la politique. Et donc, il y a une espèce de vase communicant qui est assez inquiétant. Alors, loin de moi, et je pense qu'il faut faire attention et prendre avec beaucoup de nuances tous ces aspects, ce n'est pas le numérique qui provoque tout ça. Si vous voulez mon sentiment, je pense que la stagnation des revenus des classes moyennes aux États-Unis pendant toute une génération et la seule augmentation des revenus de moins d'1% de la population, ça c'est les thèses de Piketty, que je partage fortement, elles nourrissent ce populisme. Mais qu'est-ce qui outille ce populisme aujourd'hui ? Oui, je crois que c'est aussi en partie les médias sociaux et Internet, et que ce doit être du coup une alerte et un signal pour les systèmes politiques traditionnels que d'entendre ce qui se passe en ce moment, parce que ça veut dire deux choses, et là je rejoins encore une fois Nathalie Kosciusko-Morizet, ça veut dire que ce qui change dans la société par le numérique, ce qui change les esprits, ce qui outille de nouveaux rapports, ce qui fait émerger de nouveaux pouvoirs, doit impérativement avoir des conséquences sur notre Constitution et sur le renouvellement profond de notre classe politique qui doit être en phase avec cette culture. Et là, on est encore au tout début du chemin, ou plutôt, on est encore sur le mur. Alors Gilles Finkelstein est très bien placé pour ça, puisque dès 2011, si je me souviens bien, il a écrit un bouquin formidable qui s'appelait « La tentation du populisme ». Alors, est-ce que depuis, cette intrusion du numérique a encore augmenté cette tentation du populisme ? Alors, c'est quand même un lien. Oui. Je crois qu'il y a peut-être deux mouvements à opérer et la formule est peut-être un peu facile, mais il faut à la fois démocratiser le digital et digitaliser la démocratie. Ça veut dire quoi ? Démocratiser le digital, ça peut paraître paradoxal parce qu'il n'y a pas d'outil plus démocratique en apparence que le digital. Je crois qu'il faut prendre la mesure d'un risque. D'une certaine manière, Nathalie l'évoquait tout à l'heure avec les parlementaires, mais c'est un risque qui est plus vaste, qui est d'une forme de démocratie censitaire dans laquelle on aurait les exclus du digital d'un côté et les experts de l'autre côté, avec une démocratie à deux vitesses. Je voyais il y a quelques jours des données internationales sur l'usage du digital en fonction de l'âge. La France continue à être un pays relativement mal classé sur l'usage du digital par les plus de 60 ans. Je crois que là, il y a un vrai sujet, et donc démocratiser le digital, ça veut notamment dire ça. Digitaliser la démocratie,
On a une mutation absolument considérable dans notre rapport au temps. Mon dernier essai, c'était pas la tentation du populisme, c'était la dictature de l'urgence. Donc c'était ça, je crois, l'idée. Et on est de plus en plus dans la vitesse, dans l'instant. C'est vrai du numérique, mais c'est vrai de notre rapport au temps en général. Et puisque les uns et les autres évoquaient la question des institutions, la question qui, je crois, est posée, c'est intéressant peut-être de la poser ici, est celle de notre rapport à la loi. Dans notre conception traditionnelle de la loi, il faut qu'il y ait une longue maturation avant, une longue délibération, et on a une loi qui, après, est intangible pour longtemps. C'est d'ailleurs l'idée que je défendais encore dans la dictature de l'urgence il y a quelques années. La question que je me pose aujourd'hui, c'est est-ce qu'il faut passer de cette loi cathédrale à des lois plus logicielles, c'est-à-dire qui viennent être réinitialisées ou adaptées plus régulièrement, qui soient plus rapidement adoptées, mais qui aient une durée de vie moins longue. Je pense que c'est une question qui n'est pas si simple, mais qui mérite d'être posée. Très bien. Alors, Nathalie doit partir dans 4 minutes pour faire une émission de radio. Donc, avant qu'elle parte, on va lui demander, puisqu'on est quand même très intéressés, donc elle va se lancer, elle est déjà lancée dans sa campagne des primaires. Elle nous a déjà dit que c'était une femme, et d'ailleurs ça on le conçoit très bien, que ça serait différent. Mais est-ce que là aussi le numérique va faire la différence? Qu'est-ce qui va vous différencier de tous ces... Vous êtes déjà 9 candidats à gauche. Est-ce que le numérique va être un acte de différenciation? Comment? Moi, je droite, pense que... pardon. Comment? Non, c'est 9 à droite. Oui. Oui, là aussi beaucoup à gauche. Hein, un peu. Mais la primaire est plus incertaine. Oui. Moi, je pense que, je le redis, le numérique, c'est un outil. Ce qui est intéressant, c'est les valeurs qui vont avec. Et ces valeurs, pour moi, vont de pair avec une autre conception de la politique. C'est une autre conception du pouvoir. C'est celle-là que j'essaye de porter. C'est-à-dire sortir d'une vision du pouvoir qui est très descendante, pour travailler plutôt sur la puissance de la société, celle qui est en chacun d'entre nous. Comment on fait pour que le politique, plutôt que de se mettre dans une posture de dire à chacun ce qu'il doit faire, comment il doit faire, non pas s'efface définitivement, ça c'est pas du tout l'objet. Moi je crois à l'importance du politique, mais se retrouve à accompagner un mouvement dans lequel chacun cherche la maîtrise de sa vie, cherche à devenir ce qu'il veut être, plutôt qu'à se conformer en quelque sorte à un projet conçu par sa hiérarchie pour lui. Sur l'utilisation des outils numériques, parce que moi, je pense que le numérique c'est avant tout une philosophie, vous l'avez compris, c'est les idées qui vont avec. Donc la philosophie elle est en effet différente de celle des candidats. Sur l'utilisation des outils numériques, ça va aussi avec une autre façon d'utiliser les outils numériques. Et Benoît Thielin saura bien et reconnaîtra bien ce que je dis là. Je pense qu'il y a encore trop de politiques qui voient le numérique comme un autre média, un média en plus. Alors la caricature, c'est ceux qui postent sur les réseaux sociaux les communiqués de presse qu'il y a 10 ans, ils envoyaient par fax. Parfois d'ailleurs en les écrivant de la même manière, ce qui est une erreur, parce qu'avec le numérique, il n'y a pas seulement une question de média, il y a une question de la façon de le dire, c'est-à-dire que vous écrivez pas de la même manière pour un écran et pour un papier, normalement. Et d'ailleurs, vous le savez bien, Elisabeth, dans le milieu de la presse, c'est pas la même façon d'amener les choses. Mais il y a encore beaucoup de politiques qui voient le numérique comme un outil de diffusion, c'est-à-dire toujours cette logique en fait descendante dans laquelle on cherche à partager une information. Et je vous invite, si ça vous amuse, à aller faire un tour sur les sites internet des candidats à la primaire qui sont assez illustratifs. Il y a certains sites qui sont difficilement accessibles sur smartphone, ce qui est quand même passé à côté de 50% du public, probablement. Non, je vous laisse découvrir. Et puis, il y a encore trop, me semble-t-il, de cette démarche prescriptive du politique. Alors on tâtonne, hein, il n'y a pas... tout ça est en construction. Mais moi, je cherche plutôt des outils qui soient engageants. Je cherche plutôt des outils qui vous donnent envie
de venir, de revenir, de partager vos contacts, de devenir actif. En fait, je cherche à créer à travers, par exemple, un site internet, un terreau dans lequel vous avez envie de vous installer, de grandir, de croître et finalement de vous approprier l'espace plutôt qu'une vitrine qui vous diffuse une information qui va vous intéresser une fois, mais vous amènera pas à revisiter et qui probablement ne vous engagera pas et ne vous mobilisera pas. C'est une question qui n'est pas particulière à la politique française, hein, c'est une question qui est très présente aujourd'hui dans la politique américaine, dans les primaires américaines. Comment on fait pour faire du numérique un outil d'engagement et pas seulement un outil de diffusion? Mais il se trouve que la politique française est peut-être un petit peu en retard. Et toutes les campagnes, et ça va tellement vite que chaque campagne, en fait, est l'occasion de tester des nouveaux outils, des nouvelles méthodes. En tout cas, moi, je conçois la mienne comme ça. Eh ben, merci Nathalie, parce que ça nous encourage à aller sur votre site, ce qui est, d'après ce que j'ai compris, un terreau où on peut grandir. Alors ça, c'est une vraie promesse. Hein. Je pense que quelqu'un va te chercher. Ah bon, d'accord, ok, d'accord. Bon, je voulais faire réagir Dominique Cardon sur parce que la question générale, c'est est-ce que Big Brother est conciliable avec la démocratie? Il y a eu un salon qui s'est tenu récemment, qui n'a pas encore beaucoup d'impact, mais qui c'est le salon du Big Data, c'est tout dire, au Palais des Congrès. Alors, la Big Data, c'est la compilation de millions de données qui sont stockées sur les serveurs informatiques, par la grande distribution, les organismes de santé, etc. etc. Et dans ce sondage, il a été indiqué que 37% seulement des personnes interrogées pensent que tous ces acteurs, publics surtout, même privés, font un usage raisonnable des données. Donc c'est quand même une question qu'on peut légitimement se poser. D'ailleurs, il y a des gens qui ne veulent même pas être sur Facebook pour ça, même pas être sur Twitter. Est-ce que Big Brother est conciliable avec les démocraties? Non. Hein, mais non. Mais la question après, c'est de savoir évaluer. Alors c'est très compliqué, en fait. Et du coup, ce que je veux dire est un peu ambigu. Hein. C'est que oui, il faut s'inquiéter. Il faut être très très attentif. Et je pense qu'il faut être vigilant. Et du coup, il faut encourager une culture numérique, une compréhension des usages, une attention à ses propres usages. En même temps, il ne faut pas être paranoïaque, parce qu'il y a aussi un discours sur les big data dans l'idée que tout le monde aurait toutes les données sur tout le monde et les partagerait et les mélangerait et arriverait à faire plein de choses. Ce qui, quand on enquête, comme je le fais en sociologue, dans les réalités des entreprises, des usages marketing, des usages politiques, etc., est très loin d'être le cas. Mais ceci étant, qu'est-ce qui s'est passé dans l'histoire d'Internet? Internet est une technologie ouverte. C'est une technologie dont les facteurs de démocratisation, de libération, d'empowerment de la société civile sont en grande partie liés à sa plasticité, à sa simplicité d'usage. Et du coup, le fait que tout le monde lit dans tout le monde, hein, et qu'il y a quand même des technologies qui sont assez facilement observables. Pendant très longtemps, une grande partie du débat s'est concentrée, et il doit toujours se concentrer, sur le fait que les grands acteurs de l'Internet, qu'on appelle les GAFA, Google, Amazon, Facebook, Apple et d'autres, hein, possèdent sur nous toute une série de données considérables, importantes, qu'ils utilisent principalement à des dessins de marketing et de ciblage publicitaire. Mais c'est un problème, c'est un problème absolument réel, et surtout l'un des problèmes, c'est de savoir... Non seulement ils ont les données sur nous, mais qu'est-ce qu'ils font? Est-ce qu'ils ne sont pas en train de les vendre, de les échanger avec d'autres? Et puis avec l'affaire Snowden, on nous a rappelé ce que l'on savait, mais qui est tout à coup réapparu de façon brûlante dans l'espace public, l'idée que les États aussi, avec notamment la complicité des fameux GAFA, pouvaient observer et surveiller ces données. Alors, l'usage de ces données, il répond à des légitimités qui sont parfois différentes. Parfois, certains, on a hélas entendu dire qu'au nom de la protection, de la protection du sentiment de sécurité, le contrôle par l'État de toutes nos communications et données pouvait être légitime et justifié, ce qui est parfois quand même très largement disproportionné par rapport à la réalité du risque. Mais c'est vrai que la question des données est en train de devenir absolument centrale dans le débat, et que comme elle est mal connue et mal comprise, pour l'instant on est dans un état un peu de sidération panique. D'angoisse, oui. D'angoisse. Alors moi, ce que je crois, parce qu'on l'a beaucoup vu dans l'histoire d'Internet, c'est qu'il faut qu'on apprivoise le phénomène, c'est-à-dire qu'on comprenne, qu'on décode, qu'on critique, qu'on demande des explications, qu'on demande aux plateformes de nous remontrer nos données et de nous montrer quelles sont les données qu'elles ont sur nous. Qu'on applique des systèmes avec des audits, avec des conseils, avec des militants, avec des chercheurs, pour vérifier à peu près la circulation, le circuit et les usages de ces données publiques. Et ça, on l'a toujours vu dans l'appropriation des technologies, c'est qu'on va apprivoiser ces techniques, on va aussi apprivoiser des manières de se cacher.
hein, et c'est Bien pas... sûr. Pas Voilà. répondre aux questions. Ne pas répondre aux questions, comme certains d'entre vous le font peut-être, avoir des différents mails, un mail poubelle, utiliser AdBlock pour éviter l'envahissement publicitaire exagéré, ou bien utiliser des systèmes qu'on appelle d'obfuscation, hein, qui montent un petit peu alors dans les milieux militants de l'Internet, mais je pense que ça va venir très très rapidement, c'est que le mythe des big data, c'est de dire la société est calculable si on a installé un capteur dans votre navigateur Internet, dans votre téléphone portable, dans votre poche, parce que vous avez un Fitbit quand vous allez courir, ça enregistre vos pas. Mais un capteur, ça enregistre un signal, mais on ne sait pas très bien ce qui remonte dans le signal. Donc il y a déjà des gens qui ont des systèmes pour faire des courses sans courir, ou des systèmes sur le navigateur où on peut cliquer sur toutes les publicités qui passent pour envoyer du bruit au marché publicitaire. Donc je crois qu'il y a les techniques d'appropriation, c'est toujours des modèles dans lesquels on a des outils et l'utilisateur qui est effectivement tout petit face à des grands monstres technologiques et qui a l'impression qu'il n'a pas de pouvoir, va aussi utiliser des petites ruses et des petites tactiques pour domestiquer le système. Mais c'est un thème pour lequel je crois, voilà, il faut être très attentif parce qu'il devient bien sûr. central. Alors, une question qu'on ne peut pas ne pas aborder, c'est Internet et le terrorisme. On voit aujourd'hui que beaucoup de jeunes, malheureusement français, partent faire le djihad parce qu'ils sont recrutés sur les réseaux sociaux. Dans ces cas-là, est-ce qu'on ne peut pas se dire que Internet et les médias sociaux sont vraiment l'ennemi numéro 1 de la démocratie? Benoît Thiolin, je ne sais pas si vous voulez répondre. Vous savez, c'est pas quelque chose de très nouveau. Platon disait que le livre n'était ni bien ni mal. Pourtant, en soi, on sent bien que l'écriture et le livre, et a fortiori avec Gutenberg, sa diffusion sur des formats imprimés, ont apporté énormément à l'humanité. Je pense que les technologies sont duales et qu'elles apportent énormément de choses quand vous les mettez entre de bonnes mains, et que, plus encore, vous éduquez, vous responsabilisez les gens aux nouveaux usages de ces nouveaux pouvoirs qui sont gigantesques. Et on est au tout début de ce changement de civilisation. C'est pour ça que je plaide toujours et énormément pour que l'éducation intègre. On doit repenser la fraternité et le vivre ensemble à l'heure des médias numériques. Ça me semble absolument nécessaire. On doit apprendre aux gens à se servir de ces nouveaux pouvoirs médiatiques que le numérique leur a donnés. Mais c'est vrai qu'en même temps, d'autres groupes, et des gens dont on aurait pu souhaiter qu'ils ne se les accaparent pas, évidemment, tirent aujourd'hui profit de ces technologies. Finalement, sur les deux modes que je vous décrivais tout à l'heure, c'est-à-dire ces technologies, elles changent profondément la manière dont le débat, l'agora, la formation des idées, les échanges se structurent dans le monde. Internet est devenu la place du débat public mondial. Oui. Et donc, pour le meilleur comme pour le pire, et aujourd'hui, évidemment, aussi sur des espaces aussi éclatés d'ailleurs, moins Twitter d'ailleurs que Facebook, dans lequel en réalité vous avez tas de micro-conversations, de petits groupes de personnes, souvent d'ailleurs 2, 3, qui vont échanger, converser, dans lesquels effectivement vous avez de plus en plus, vous avez eu en tout cas énormément de recruteurs qui se sont glissés. Et puis aussi, on l'oublie, des moyens d'organisation. Mais est-ce qu'on est armé pour lutter? Parce que Jean Birnbaum vient d'écrire un très bon bouquin, Jean Birnbaum, qu'on avait d'ailleurs sélectionné, où il dit maintenant on a affaire aux djihadistes 3.0, c'est même plus 2.0, c'est même plus 1.0, c'est 3.0. Donc on a l'impression d'être complètement dépassé, et surtout qu'il n'y a pas d'outils pour contrôler. Oui, mais... Enfin... Non, c'est un débat que Benoît a bien posé. C'est quel usage faisons-nous d'une conquête de liberté qui était essentielle à nos démocraties. Alors, parmi les usages que nous faisons, on ne peut pas contrôler tous les usages. Sinon, on revient je reviens à mon idée qu'il y a un fantasme du centre qui est un peu paternaliste, qui est de dire, oui, c'est bien d'avoir donné du pouvoir aux citoyens, mais il faudrait voir à ce que les citoyens ne fassent pas n'importe quoi avec eux. Et le centre revient les réguler. Alors, c'est pas Internet qui fait les djihadistes, même si, comme le montrent beaucoup d'enquêtes et de travaux très sérieux, dans les nouvelles générations, c'est pas l'islamisation religieuse très profonde, elle est manifestement pas juste. Et donc, le fait de pouvoir échanger et de communiquer avec Internet a donné une structure de communication qui encourage et qui favorise incontestablement cet aspect. Mais dans les débats sur Internet, mais comme ça a été dit par, je crois, beaucoup d'entre nous ici, on est constamment ambivalent. C'est-à-dire que ça apporte énormément de choses et de situations qui sont très positives, mais ça peut aussi créer des usages plus complexes. Mais c'est pas, encore une fois, Internet n'est pas la cause de ces actions, il est le support qui rend possible une augmentation
de ces pratiques et de ces situations. Il me semble qu'il y a plein d'autres. Évidemment, il suffit de regarder la biographie des personnes en question pour comprendre que la cause est sociale, culturelle, psychologique, morale, et qu'elle est liée à plein d'autres facteurs qui n'ont rien à voir avec l'usage du réseau. Mais le réseau a attrapé ces choses-là. D'accord. Éducation, Oui. contrôle, assistance mutuelle, toutes les techniques de prévention qui sont celles de la société sont sans doute plus utiles. Je voudrais redire une dernière chose, c'est que, parce qu'on fait comme si, dans tout ce débat, si Internet était un truc à part. Internet, c'est dans nos Ça fait vies, partie. c'est partout, Oui. c'est dans les médias, c'est dans la politique, c'est dans nos vies professionnelles, c'est dans nos vies personnelles, c'est dans les chambres de ces gamins ou gamines qui se connectent sur Facebook. Mais il faut toujours le penser en interaction avec l'ensemble des facteurs sociaux, politiques et culturels qui fait que l'entrelacement de cette technologie à nos vies, c'est fait maintenant de façon beaucoup plus forte et intense. Oui, mais quand même, une petite question, je ne sais pas si c'est Benoît Thiolin ou Gilles, mais il y a un grand débat à l'heure actuelle entre Apple et le FBI et la CIA. Le FBI et la CIA exigeant d'Apple, de M. Tim Cook, qui lui fournissent, qui le décrypte le téléphone portable d'un des terroristes de l'attentat qu'il y a eu donc en Californie. Et monsieur, ils font une campagne publicitaire chacun énorme en prenant à témoin l'opinion publique. Et Tim Cook dit que je ne peux pas le faire parce que c'est la porte ouverte à d'autres gens qui demanderont d'autres choses. Comment vous vous prononcez là-dessus? Parce qu'il ne s'agit quand même pas de monsieur tout le monde, il s'agit de terroristes. Bien sûr. Alors, c'est un débat très complexe et sur lequel on peut avoir, on va dire, des réflexes de bon sens qui ne sont pas en fait si opérants que ça. Parce qu'évidemment, le bon sens, c'est de se dire, on ne voit pas pourquoi est-ce qu'un État qui voudrait, avec de très bonnes raisons, obtenir le décodage de l'appareil et du contenu, surtout d'un terroriste, de l'obtenir, ça paraît frapper au coin du bon sens. Bon. Le problème, en réalité, c'est que derrière cette question, il y a la question de la fragilité des systèmes d'information. Et que, effectivement, la question qui est posée aujourd'hui, c'est que si vous commencez à avoir des backdoors, enfin, en gros, si vous permettez en réalité le décryptage accessible à un certain nombre d'institutions, c'est-à-dire que même pour Apple aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup d'ingénieurs chez Apple qui sont eux-mêmes capables, chez Apple, de pouvoir accéder à ces types de contenus. Hein. Et donc la grande difficulté, c'est de savoir est-ce que vous fragilisez ces systèmes ou pas. Et si vous les fragilisez pour donner, et ça c'est la bonne cause, un moyen d'accès par exemple à un État qui peut être très légitime pour l'obtenir, mais vous les fragilisez aussi vis-à-vis de hackers de l'autre camp. Or on oublie, mais on est engagé de plus en plus dans des guerres, et dans des guerres qui vont devenir des cyberguerres. Imaginez demain, je vous donne un exemple, imaginez demain que vous avez un Daesh qui, avec son armée de hackers, essaie de faire tomber le système d'information, c'est-à-dire tous les ordinateurs et tous les réseaux de la sécurité sociale en France. Vous imaginez les conséquences? La paralysie totale du système de santé. Donc, c'est juste pour replacer un tout petit peu ça dans l'ensemble de ces questions, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les questions de sécurité de ces systèmes sont des questions, en fait, qui sont devenues vitales. Et donc, on ne peut pas aussi simplement dire, bon, bah oui, il suffit de donner l'accès du téléphone portable du terroriste, parce qu'effectivement, en posant la question comme ça, on répond tous de la même manière, c'est-à-dire que, bah oui, on trouve ça normal que le FBI y ait accès. Comment ? Le patron d'Apple a donc raison de s'opposer à fournir les décryptages. Je crois que, moi, ma position, c'est qu'effectivement, je pense qu'on a intérêt, en réalité, à crypter, et on est aujourd'hui dans des systèmes informatiques qui sont tellement importants dans l'organisation de nos vies que commencer à donner les accès pose problème. Alors, cela étant dit, il faut quand même ramener quelque chose qui est rarement dit, c'est qu'en fait, on a la capacité de décrypter. C'est-à-dire que rien n'est inviolable, en réalité. Le FBI va finir par obtenir ces données. La question, c'est le temps. C'est-à-dire le temps et la célérité avec lequel ils vont avoir accès à ces données. Certains disent qu'ils l'ont déjà et qu'ils travaillent pour déjà... Je pense qu'en fait, voilà. la question est posée à l'occasion Voilà. de cette situation, beaucoup plus sur un débat de fond et de principe, qui est de savoir, est-ce qu'au fond, on doit permettre à avoir des systèmes cryptés, sécurisés d'exister, ou est-ce qu'on leur met des exceptions? Et pour avoir fait un débat il n'y a pas très longtemps avec le patron de l'ANSSI, donc qui s'occupe au sein de l'État français de la sécurité des systèmes d'information, ils sont plutôt sur des positions voisines de celles que je vous défends, c'est-à-dire attention, en voulant faire comme ça, pour répondre à une question de bon sens, des ouvertures dérogatoires à la solidité des systèmes d'information, on risque en fait de fragiliser l'ensemble des architectures techniques qui, encore une fois, dans nos sociétés, sont devenues aussi essentielles que le réseau d'eau ou d'électricité. Bon. Et je vous donne juste pour un exemple qui est intéressant pour voir comment on arrive difficilement aujourd'hui dans la place qu'ont pris ces réseaux, finalement à séparer l'usage de ces réseaux dans un bon sens ou dans un mauvais sens.
À un moment donné, je reviens aux révolutions arabes, au moment où Moubarak est en difficulté et qu'ils se rendent bien compte du côté des forces de l'ordre égyptiennes que Internet, et notamment en mobilité, permet en fait aux manifestants de s'auto-organiser, de dire que les policiers arrivent par là, qu'il va falloir qu'ils s'organisent en fait sur le terrain en disposant d'armes finalement qui jusque-là étaient réservées aux forces de l'ordre. À un moment donné, l'État égyptien décide de fermer les réseaux numériques. Et qu'est-ce qui se passe? Ils paralysent leurs propres forces de l'ordre. Et donc, si vous voulez, et pour moi, c'est une illustration que précisément aujourd'hui, la place de ces outils et de ces réseaux est devenue telle que c'est très difficile en réalité d'en limiter l'usage pour une population ou pour une autre. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des moyens, et Dieu sait qu'on en utilise, mais c'est juste pour replacer ça dans le contexte et montrer qu'en réalité, c'est devenu quelque chose d'assez complexe. Alors avant de conclure, est-ce que vous auriez une ou deux questions dans la salle ou pas? Non? Oui? Mademoiselle? Ah, c'est un monsieur, pardon. Je n'ai pas mes lunettes. Ouais. Ça marche, Audrey ? À l'origine, ma question elle devait s'adresser à Madame Kosciusko-Morizet, mais vous avez aussi soulevé le sujet, et ça concernait la question de bien ou de mal dans tout ce qui va être numérique. Mais on sait aussi que le numérique, c'est quelque chose d'extrêmement important qu'on utilise partout, tout le temps. Même les personnes qui ont l'impression de même pas utiliser le numérique, qui n'ont pas de compte, etc., s'en servent quand même pour tout ce qui va être transactions bancaires et autres. Et là, tout naturellement, c'est soulevé la question de bien, on s'en sert tous les jours, et de mal, il y a eu des dérives. Les dérives, on a pu les voir, c'était Daesh, l'État islamique, ou je ne sais pas comment vous les appelez, mais en tout cas, c'est terrible. Le problème, c'est qu'on prend à la fois on prend à la fois ce problème à la légère. On va dire qu'on va vouloir essayer de renforcer la sécurité tout en justement complexifiant la chose, en voulant récupérer tout, en voulant... Et votre question, c'est quoi? Parce que comme on est un peu pressé. Ah oui, merci. Non, la question, c'est justement pourquoi est-ce qu'on veut, éviter les dérives alors qu'on est en train on va dire, un peu en train d'en créer une nouvelle. D'en créer une nouvelle d'un nouveau genre. Moi, je peux dire... Si juste un mot, je ne sais pas si je vous réponds, mais ça rejoint la discussion qui est là. C'est que, moi, je pense que vous avez raison de dire que, et ça, c'est quand même un problème de société, presque un problème de vie commune, c'est qu'aujourd'hui, il est devenu quasiment impossible d'échapper à la prescription normative du numérique dans nos vies. Et que c'est quand même un problème. On pourrait très bien avoir le droit de dire ce monde est apparu, mais je ne veux pas en être. Et ça devient de plus en plus difficile. Et du coup, moi, ce qui me semble, et c'est le débat typique de la surveillance et du cryptage de l'iOS d'Apple, c'est savoir s'auto-limiter. Et avec le monde du numérique, avec le monde des big data, avec le monde des algorithmes, on est quand même dans l'idée que si c'est techniquement possible, on va le faire. Et cette idée que si la donnée est disponible, si le calcul est possible, si la surveillance est possible, on va le faire. Et moi, je pense dans le débat typique de la surveillance, je ne conteste pas du tout le fait que des moyens d'investigation particuliers, extrêmement pointus et nécessaires sont nécessaires pour les forces de l'ordre, mais il y a des informations auxquelles on peut ne pas avoir accès. Et d'une auto-limitation serait parfois très nécessaire. Elle est nécessaire pour surveiller certains abus que peuvent avoir les institutions ou les pouvoirs publics dans les régimes autoritaires et peut-être aussi dans nos démocraties. Elle est nécessaire pour les entreprises privées dans l'usage, la circulation et des données qu'ils sont en train de faire. Un débat sur le droit à l'oubli, un débat sur le droit à la disparition, un débat sur le droit de ne pas être calculé, toujours, serait de plus en plus nécessaire avec cette emprise qu'exerce aujourd'hui le numérique sur nos existences. Donc on retiendra ce qu'a dit évidemment NKM en disant qu'on était très manichéen, qu'il fallait toujours... Faut-il avoir peur du nucléaire? Faut-il avoir peur d'Internet? Faut-il avoir peur de la loi El Khomri, etc. Mais c'est que la réponse, c'est comme... c'est n'ayez pas peur, 3 points de suspension d'Internet. Voilà. Et merci beaucoup. Elisabeth, merci. Messieurs, merci. Et bravo.
je vais demander